Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Pour ce 9e épisode, nous retrouvons Nolwenn Berthier. Elle découvre l'escalade à l'âge de 12 ans et commence ses premières compétitions internationales en cadette en 2009. Elle porte le maillot de l'équipe de France et participe à de nombreuses compétitions internationales, que ce soit chez les jeunes puis chez les seniors, jusqu'en 2019. Cette même année, elle décide de se concentrer à 100% à la falaise. Et en avril 2022, elle passe un cap en enchaînant sa première voie dans le 9e degré, Super Craquinette 9A+, à Saint-Léger. En parallèle de sa carrière de sportif de haut niveau, Nolwenn est très engagée dans la transition écologique, que ce soit avec son nouveau travail avec Mission Possible ou l'organisation du nouveau festival d'escalade, El Cap Fest. Dans cet entretien, on revient sur l'intégralité de sa carrière, depuis 6 années chez les jeunes, en passant par son ascension de Super Craquinette jusqu'à son implication dans la transition écologique. Et bonne nouvelle, les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer ou encore Amazon Music. Et il est aussi disponible sur YouTube avec un format vidéo. Bonne écoute. Pour commencer, tu découvres l'escalade à l'âge de 12 ans. Comment se déroulent tes premiers pas dans ce sport ? Alors, ses premiers pas dans ce sport, c'était dans une salle d'escalade qui s'appelle M-Rock, qui était du coup une des premières salles d'escalade en France, donc un pan à l'ancienne, où du coup, en fait, je cherchais un nouveau sport parce que je faisais de la natation avant, et je me suis dit quelle activité je pourrais bien faire l'année prochaine parce que j'en ai un peu marre de faire de la natation. Et du coup, j'ai essayé l'escalade et ça m'a bien plu. Du coup, deuxième question, tu participes à tes premières compétitions internationales en 2009, en cadette. Est-ce que tu as un peu des souvenirs de cette période déjà avant d'arriver aux compétitions internationales et du coup pendant ces compétitions jeunes ? Ouais, carrément. Du coup, j'ai commencé l'escalade en compétition et du coup, j'ai fait le circuit notamment de Coupe du Rhône. Parce que j'ai grandi à Lyon et effectivement, ces premières compétitions, c'était mes premiers pas en compétition. Donc Coupe du Rhône et après Coupe d'Europe derrière des championnats du monde jeunes et puis après l'équipe de France senior en Coupe du Monde. Et du coup, de 2013 à 2019, tu parviens chaque année à te qualifier en équipe de France senior et tu réalises quelques demi-finales sur les étapes de Coupe du Monde. Comment elles se sont passées des années de compétitrice chez les seniors ? Ça s'est passé, comment dire, c'était sans cesse l'envie de se dépasser soi-même. Moi, c'est ce que je retiens, de tout mettre en œuvre au quotidien pour aller grappiller un peu plus de prise dans les voies, un peu plus d'envie à aller sur chaque compétition faire mieux, tout mettre en œuvre pour que tout soit parfait. Et ouais, c'est ça que je retiens, ce dépassement de soi au quotidien et cette préparation toute l'année pour des grands moments, que ce soit les championnats de France pour sélectionner sur les Coupes du Monde ou les Coupes du Monde. Et du coup aussi ce partage aussi avec tout le plateau international où tu te confrontes vraiment au plus haut niveau et où tu vois où t'en es par rapport à tout ça, quoi. Et du coup, est-ce que tu vois une différence entre la préparation pour les compétitions internationales et la préparation pour tes projets en extérieur ? Alors ouais, il y a une grande différence, c'est que sur les projets en extérieur, c'est toi qui décides quand est-ce que tu as envie de performer. Et ça change tout. Parce que du coup, en fait, en compétition, le calendrier, il est fixé et tu dois rentrer dans ce cadre-là. En extérieur, c'est toi qui fixes le calendrier. Du coup, tu rajoutes une composante avec des paramètres que tu maîtrises pas toujours, comme la météo, les conditions, des choses comme ça. Mais effectivement, c'est la plus grande différence. Ouais. Et du coup, tu es plutôt du genre à performer le jour J sur une compétition ou alors à te laisser plus de temps à choisir quand tu veux y aller ? C'est vrai que c'est assez... Le côté on te dit quel jour c'est, ça a un côté facile parce que du coup tu te poses pas la question de est-ce que ça serait pas mieux demain, est-ce que je me repose plus, est-ce que je m'entraîne un peu plus, etc. Donc en termes de charge mentale c'est beaucoup plus facile. Après en termes de flexibilité, c'est sûr que le fait de pouvoir se dire j'ai encore un essai demain si je veux, ça c'est vrai que ça ajoute de la flexibilité et ça permet aussi de pousser un peu plus loin les limites parce que du coup si tu peux remettre un essai demain, tu peux être un peu plus fort demain aussi. Donc voilà. Ouais, ce que disait Rémi Samin, lui, quand il avait fait son 9A, là,
il s'était dit qu'il avait une seule journée pour le faire, une seule dernière journée, puis du coup il a tout donné pour le faire le jour-là. Et du coup vraiment tu passes en mode compétition plutôt qu'en mode extérieur où tu fais un peu Ouais. quand t'as envie quoi. Ouais, c'est clair que des fois, quand t'es en falaise, t'as cette pression d'une fin de trip et qui souvent est bénéfique, et bon, pas systématiquement, mais c'est vrai que ça peut réveiller l'instinct de compétiteur qu'on peut avoir quand on vient de là. Ouais, je connais ça aussi. Et du coup à partir de 2019, tu décides de te consacrer à 100% à tes projets en extérieur. Pourquoi décider d'arrêter la compétition et de te lancer à fond en falaise? C'est une décision qui s'est faite de manière assez progressive en fait. Pendant la période du Covid, j'ai eu du coup une bascule où j'ai du coup eu l'opportunité de grimper plutôt dehors. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les compétitions, ça m'intéressait pas trop. Je trouvais que ça faisait pas de sens déjà de passer ses week-ends dans un gymnase, mais aussi de devoir se plier aux règles du Covid, etc. Enfin, moi, c'est vrai que je trouvais que ça faisait absolument pas de sens de participer aux compétitions à ce moment-là. Et du coup, ça a été l'opportunité pour moi de passer plus de temps dehors. Et du coup, c'est vrai que faire passer tous mes week-ends en extérieur, c'était quelque chose qui correspondait plus à ce que j'avais envie de vivre à ce moment-là. Et je pense que ça correspond aussi plus à mes valeurs à l'heure actuelle. Je suis pas sûre que maintenant je serais capable de m'entraîner tous les jours pour essayer de me sélectionner sur les coupes du monde et traverser l'Europe en avion tous les week-ends sur les compétitions. Je suis pas sûre que c'est quelque chose avec lequel je serais à l'aise et alignée. Donc c'est plus quelque chose qui me fait envie comme ça a pu l'être avant. Du coup, pour toi qui es sportif de haut niveau, mais qui a aussi beaucoup de projets pro à côté, comment tu fais pour gérer ton entraînement et le travail de tes projets, que ce soit en bloc ou en diff? À l'heure actuelle, j'essaye d'avoir un équilibre où je consacre 50% de mon temps aux projets professionnels et 50% plus à mes projets sportifs. Okay. Et en termes d'entraînement, pour l'instant, le meilleur équilibre que j'ai trouvé, c'est que quand je suis plutôt en mode de travail, j'essaye de m'entraîner. Là où quand j'ai plutôt du temps pour faire mes projets sportifs, j'essaye d'avoir un laps de temps assez important pour pouvoir me déplacer et mentalement être disponible aussi pour cette partie sportive. Parce que souvent, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est il y a la partie temps, bien sûr, qui est importante, mais il y a aussi la partie disponibilité mentale, de se dire en fait je pense à mes projets de grimpe et je suis à fond là-dedans et pas je pense à comment est-ce que je peux faire mieux ma partie pro quoi. Ouais. On va revenir du coup sur ta plus grosse croix à l'heure actuelle. Le 18 avril 2023, tu enchaînes la mythique voie Super Craquinette, 9 A+ à Saint-Léger. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tout ce long processus derrière une telle croix? Du coup, Super Craquinette, ça a commencé un peu par des copains qui m'ont motivé à aller dans cette voie en me disant ça pourrait te plaire, viens voir. C'est l'occasion ou jamais, t'as du temps à passer en falaise. Donc du coup j'ai mis les doigts dedans un peu comme ça et finalement ça m'a plu et je me suis prise au jeu. Je me suis prise au jeu jusqu'au moment où j'étais vraiment impliquée à fond dans le processus. Donc c'était un peu crescendo, on va dire, mon implication. Et la première saison, du coup, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans la voie et je me sentais progresser. Et en fait, c'est une voie qui grimpe plutôt l'hiver et le printemps. Et en fait, au mois de mai, j'ai commencé à être de plus en plus en forme. Mais les conditions, elles étaient vraiment catastrophiques. Il faisait super chaud, il y avait plus personne à Saint-Léger. Vraiment, les gens me disaient, tout le monde disait, mais comment tu fais pour grimper là? Heureusement, il y avait un peu de vent sur le pilier, du coup, ça allait. Et surtout, ma courbe de progression allait vers le haut. Mais par contre, j'ai jamais réussi à faire croiser avec les conditions météo. Du coup, j'ai dû abdiquer pendant quelques mois en me disant j'y retournerai l'automne prochain. Et en fait, à l'automne, il y a eu des soucis de santé dans ma famille. Du coup, voilà, j'ai passé du temps près de mes grands-parents. Je me suis blessée aussi. Du coup, j'ai dû arrêter de grimper pendant un mois parce que je m'étais fait mal au doigt. Je me suis fait une entorse. Et donc, du coup, finalement, ça n'a pas été à l'automne. Ça a été au début de l'année d'après, donc fin de l'hiver, on va dire.
Et du coup, bah là, je me suis remise à fond dans le processus. Et effectivement, jusqu'au week-end de Pâques où tout s'est aligné. Et ça représente quoi pour toi d'enchaîner cette voie? En sachant que d'ailleurs, tu n'avais jamais fait de 9A avant. Tu es passé directement de 8C+, à 9A+. Ouais, carrément. Bah du coup, ça représente l'aboutissement de plus de 10 années d'escalade où quand j'ai commencé l'escalade, ouais, faire du 9, c'était vraiment un rêve et c'est vraiment un truc où moi qui m'animait depuis longtemps, même si je faisais plutôt de la compète, c'était quelque chose que j'avais un peu au fond de moi qui me disait ouais, ça serait vraiment chouette quoi. Du coup ouais, enchaîner Super Cracky Net, c'est ça, c'est un peu l'aboutissement de toutes ces années d'entraînement et de passion quoi. Et est-ce que du coup, tu as pu voir une différence en tant qu'athlète auprès de tes sponsors, etc. Parce que du coup, il y a pas mal d'athlètes qui sont en équipe de France. Il y a pas mal d'athlètes qui font des voies en dessous de 9A, donc 8C+, 8C, etc. Mais quand tu commences à faire un 9A+, surtout Super Cracky Net, qui est une voie assez mythique, est-ce que tu as pu voir une différence, un changement après avoir enchaîné cette voie? Ouais, je pense que parce que ça donne de la visibilité médiatique, ça ouvre des opportunités aussi, ouais. Après, ouais, c'est aussi des choix qu'on fait à certains moments ou qu'on fait pas à d'autres moments. Enfin, c'est des parcours de vie aussi, quoi. Ouais. Et du coup, après avoir enchaîné Super Cracky Net, est-ce que tu as retrouvé un ou des projets qui te motivent autant en voie? Là, à l'heure actuelle, ce qui me motive le plus, c'est le bloc. Ok, Et c'est vrai que c'est ma question d'après, parfait. et du coup, ouais, j'ai passé pas mal de temps à faire du bloc, à explorer un peu cette nouvelle part de mon activité, même si j'en avais un petit peu fait en compétition et un petit peu fait en extérieur, mais sans trop creuser. Et du coup, là, ouais, j'ai passé plus de temps à faire ça. D'ailleurs, du coup, c'est vrai que tu apprécies dans cette discipline par rapport à la difficulté. Euh, Ce que j'apprécie déjà, c'est le fait que c'est toute une nouvelle culture de notre activité que je découvre. J'arrive sur des spots et j'ai tout à faire. Ça, c'est trop bien. Et après, t'as une exposition au risque qui est un peu différente. Dans le sens où, bah ouais, t'engager au-dessus d'un crash pad, c'est pas tout à fait pareil que s'engager au-dessus d'un point en Quen, en tout cas. Donc effectivement, il y a ça aussi. Et puis t'as le côté convivial. Tu peux voilà, faire une session avec des amis, c'est un peu plus convivial que une session de Quen. Et après, t'as aussi cette recherche de la perfection et du détail dans le mouvement, où tu peux vraiment passer de je comprends rien du tout, je bouge pas, à parce que je progresse spécifiquement, que je comprends des détails dans le placement, dans la méthode, dans la manière de forcer, la manière de prendre les prises. Tu arrives à tenir les prises, à bouger sur les prises, éventuellement enchaîner les blocs, dans le meilleur des cas. Mais donc ouais, c'est un peu la forme la plus condensée de ce qu'on peut faire après travail en Quen, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a des secteurs ou des blocs qui t'ont particulièrement marqué ces derniers mois? Alors le caillou dans le Tessin est absolument incroyable. J'avoue que Brionnais c'est complètement fou. Mais après il y en a aussi que je connais pas. J'aimerais beaucoup aller à Magic Wood, mais je suis pas encore allée. Ok. Parce que du coup, Magic Wood, c'est proche du Tessin? C'est pas très loin, ouais. C'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait la même saison. Ouais, il me semble que Magic Wood, faut y aller bientôt, sinon après ça commence à faire Ouais, tard. c'est ça. Bon, ça dépend si t'aimes le froid ou pas, quoi, mais si t'aimes pas le froid. Ouais, là faut vraiment aimer le foie, je crois. D'ailleurs, t'es une grimpeuse qui aime le froid ou le chaud, ou alors toi tu t'en moques un peu, tu préfères quel condi? Je suis pas très téméraire dans le froid. Je suis pas grande chasseuse de conditions. Ok. Mais bon, c'est toujours appréciable quand il y a des conditions. Et du coup, t'es déjà allé à Bleu ou pas? Je suis déjà allée à Bleu, ouais. Le paradis de la condi. Le paradis de la conduite. Alors moi, quand j'y suis allée, il faisait gris, il faisait humide. Ok. ou alors il faisait très chaud. La dernière fois que j'y suis allée, il faisait 28. J'ai pas croisé beaucoup de bleusards fous. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais. C'est un chouette endroit. C'est pas du tout mon style, donc ça me fait beaucoup de bien d'y aller. Ah, c'est clair, hein, c'est. Ouais. Je pense que même si j'y vais, ça va être pareil, ça va pas du tout être mon style. Je pense qu'en fait, il faut clairement s'habituer. C'est contrairement à d'autres sites comme au Tessin, à Magicool, etc. Quand tu as un bon bagage de voie ou de grimpe en général, tu peux vite te performer. Mm. Alors que de ce que je vois de Fontainebleau, de ce que j'entends de Fontainebleau, c'est tellement technique et spécifique qu'il te faut une période d'adaptation pour pouvoir vraiment performer à ton niveau. Mm. Ouais, c'est un style hyper particulier
très puissant, très en compression. Moi, c'est vrai que voilà, c'est des choses où c'est pas ma grande spécialité, mais du coup, c'est cool. Et, du coup, en avril 2023, tu pars avec deux de tes amis en voyage au bord du mythique train l'Orient Express pour aller découvrir les falaises en Turquie. Dis-nous en plus sur cette belle aventure qu'on a pu suivre sur Instagram. Alors effectivement, le voyage en Turquie, c'était une chouette aventure où du coup on s'est dit est-ce que c'est possible d'aller en Turquie sans prendre l'avion? Et du coup, en fait, en creusant un peu ce sujet-là, on est vite tombé sur le sujet de l'Orient Express, qui était un train mythique qui a 140 ans d'ailleurs cette année, et qui partait du coup vers Paris et qui traversait toute l'Europe de l'Est jusqu'à aller à Istanbul. Donc en fait, ce train n'existe plus. Donc on peut plus prendre un direct qui fait Paris-Istanbul. Mais par contre, le chemin de fer et le trajet existe toujours et on peut, avec plusieurs connexions, prendre des trains et notamment des trains de nuit qui nous emmènent jusque là-bas. Du coup, on s'est dit, ça c'est absolument génial. On va dormir dans le train et on va arriver en Turquie à Istanbul et après aller jusqu'à Antalya et on pourra grimper, ce sera chouette. Et du coup, c'est ça qu'on a voulu tester. Et donc du coup, effectivement, c'était très chouette. Bon, on n'a pas fait que dormir, c'était pas que simple, mais c'était quelques galères qui nous ont fait vivre une belle aventure et on a plein de beaux souvenirs de ça. Donc c'était cool. D'ailleurs, c'est confortable de dormir dans un train ou pas? Franchement, dormir dans un train, c'est assez chouette. Hein. Ok. Faut pas être trop grand. Parce que si t'es dans un wagon à 6 couchettes, il y a pas beaucoup d'espace pour tenir assis. Okay. Mais une fois que t'es allongé, t'es bien. Parce que là, il y a de plus en plus de trains, parce qu'il me semble que les trains de nuit, ça avait été supprimé en France. Et il me semble qu'ils viennent de les remettre un peu. Et je suis du coup le média Les Over, eux, ils en parlent pas mal. Et apparemment, ça va être à nouveau un peu à la mode. Et franchement, ça a l'air cool à tester. Ouais, franchement, c'est un beau moyen pour voyager en Europe, quoi. Ouais, surtout que du coup, tu prends pas forcément l'avion et vu que t'es de nuit, tu peux juste dormir et c'est comme si tu prenais un train rapide, quoi. Ouais, et puis quand t'es dans le train de nuit, tu peux du coup te reposer, et quand t'es dans le train de jour, le côté voir les paysages défiler, les cultures, nous du coup on a traversé toute l'Europe de l'Est. Ouais, ça doit être trop beau. Et on a pu vraiment voir du coup tous les paysages se transformer, enfin du coup ça c'était hyper chouette, quoi. J'avais vu aussi que t'étais rentré dans une salle là, où genre fallait monter des escaliers, après passer par une mini porte et tout, ça avait l'air incroyable. Effectivement, du coup, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on avait pu en profiter pour faire des arrêts et on a visité des villes, donc notamment Budapest. Et là, ce dont tu parles, c'est Sofia, effectivement, où du coup il y avait la première salle de Sofia en fait qui est sur les toits de Sofia. Donc en fait, t'as ces grandes coupoles et en fait la salle est sous la coupole. Et du coup, effectivement, tu arrives par un espèce d'immense escalier en marbre et t'arrives dans un petit grenier. Et t'as cette petite salle hyper sympa où il y a une ambiance très conviviale et ça c'était hyper chouette à retrouver aussi. Et en fait, au bout de la salle, tu peux ouvrir la porte et t'es sur les toits de Sofia, quoi. Et du coup, c'était assez cocasse. Ça va être incroyable à vivre. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit c'est trop bien de découvrir ça. Vraiment, t'ouvres une porte et d'un coup t'as une salle d'escalade et tu pensais pas du tout qu'il y avait une salle à cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était quoi? C'était un club ou c'était une salle privée? C'est une petite salle privée, mais vraiment toute petite échelle, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'en Turquie vous aviez un peu des projets ou juste un peu découvrir les falaises comme ça? Les deux. On a du coup l'idée c'était d'explorer un peu les différents secteurs parce qu'il y a quand même pas mal de secteurs différents et après comme on est quand même resté 3 semaines sur place, non un peu moins 2 semaines et demie sur place, du coup on a eu le temps quand même de se mettre quelques projets donc c'était bien. Et du coup le retour vous l'avez fait comment déjà? Le retour du coup c'était train et bus. Ok. Et c'était aussi l'Orient Express ou c'est un basique? Du coup c'était un mix de train de jour et de train de nuit. Okay. Et après, à partir de Sofia, en fait, on voulait tester parce qu'il y a un bus direct de Sofia à Marseille. Okay. Et du coup, c'était un long périple de bus, mais. Moi, j'arrive pas du tout à estimer la distance. Ça a l'air loin, non? Ouais, c'est très loin. Je crois que ça faisait, je crois que c'était 36 heures de bus. Ah ouais, ok, c'est long. Ouais, c'était très long. C'était très long. Et après, à choisir, je le referais par le train, pas par le bus. Ah ouais, quel enfer, 36 heures de bus. Ouais. C'était 29 heures prévisionnelles et en fait le bus est tombé en panne. Du coup à 2h du mat on a dû changer de bus et pour ensuite arriver du coup jusqu'à Marseille. Oh la mission, ça fait des souvenirs. Ouais.
Du coup, autre sujet, tu es soutenu par Patagonia depuis quelques temps. Toi, en tant que sportif de haut niveau, en tant que sportif pro, en quoi c'est important d'être supporté par une marque comme Patagonia, qui, rappelons-le, a fait beaucoup de bruit l'année dernière, parce que Yvan Chouinard, le fondateur, a légué sa société, entre guillemets, à la planète. Ça fait du sens pour moi de travailler avec Patagonia et de manière générale avec des marques dont je partage les valeurs. Parce que je considère qu'en tant que sportive, j'ai un rôle à jouer dans la communauté par rapport au message que je véhicule et que c'est important que les sportifs prennent la responsabilité des messages qu'on véhicule. Et donc, ça peut passer par la manière dont on pratique, avoir une responsabilité dans notre pratique, mais aussi dans notre consommation au quotidien. Et du coup, travailler avec des acteurs qui partagent ces valeurs-là, qui sont alignés avec le fait qu'on n'aille pas forcément vers de la surconsommation qui produisent des produits qui sont réparables, qui durent dans le temps, etc. Et qui soutiennent des projets en lien avec des valeurs qui vont dans le bon sens pour notre société. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Du coup, avant de s'attaquer aux derniers sujets qui sont du coup autour de l'environnement, comme tu en parlais, avec notamment Mission Possible, El Cap Fest, pardon. Parle-nous un peu de tes galets que l'on peut trouver au pied des voies. De mes galets alors, ces petits galets, c'est une manière pour moi d'essayer de partager un peu notre culture de l'escalade, parce que je pense que les voies, elles vont au-delà des cotations, et à l'heure actuelle, dans notre communauté, il y a un peu une tendance à aller vers le culte de la performance, de toujours plus dur à tout prix, et je trouve que c'est dommage qu'on perde un peu ce lien à notre culture. Et du coup, une voix, c'est au-delà d'une cotation, c'est aussi un nom, c'est aussi une histoire. Et du coup, faire un petit galet qui montre avec un petit dessin un peu l'histoire qu'il y a derrière la voix, c'est une sorte de petit clin d'œil pour dire n'oublions pas ça, quoi. Et un moyen de le partager, du coup. Je me suis toujours dit que ce serait une bonne idée de faire un top 8 des voix avec un nom un peu, avec une belle histoire derrière. Carrément. Celle qui m'est marquée et que j'avais pas compris au début, c'était Eagle Fort. Ça, je savais pas du tout. Et pour ceux qui savent pas, du coup, je sais plus qui a choisi ce nom. Ça doit être l'ouvreur ou celui qui a réalisé la voix. Il a été suggéré par un ami. Suggéré par un ami, ok. Et du coup, Eagle Fort, du coup, ça s'écrit comme un aigle avec un 4 à la fin. Mais ça veut surtout dire Eagle Fort par rapport à Damon Ra qui crie dans ses voix. Si j'ai bien compris le sens de ce nom. Et c'est même en fait avec un trait d'union entre le eagle et le fort qui donne eagle très fort. Waouh, ok, j'ai appris un nouveau truc que je ne savais pas. Ok, ça marche. Eagle très fort, incroyable. Et du coup, il y a quelques mois, tu as lancé une toute nouvelle activité sous le nom de Mission Possible. Du coup, une activité professionnelle. Quel est ce nouveau projet ? Alors ce projet, c'est en fait un collectif d'indépendants. Donc en fait, on s'est rassemblés avec des indépendants pour faire de l'accompagnement des entreprises sur les sujets de transition, notamment environnementale et sociale, en se disant qu'on veut aider les entreprises qui veulent prendre part au changement mais ne savent pas comment s'y prendre, en leur proposant des séminaires et des formations sur ces sujets. Ok. Est-ce que du coup, t'as un diplôme d'ingénieur en environnement et... Ouais, moi j'ai une formation d'ingénieur énergie-environnement et nos compétences dans ce collectif, c'est donc effectivement cette partie expertise sur les enjeux climatiques, environnementaux, etc. Mais aussi animation d'intelligence collective. Donc on aide les groupes sur leurs problématiques à travailler ensemble et faire émerger des solutions. Est-ce que tu arrives à mettre un peu d'escalade dans ce projet ou pas du tout ? Pour l'instant, il n'y a pas d'escalade, mais j'aimerais peut-être à terme que effectivement ça puisse aussi servir à la communauté de l'escalade à travers l'accompagnement peut-être d'entreprises du milieu de l'outdoor ou des choses comme ça. Et peut-être même faire des choses, par exemple des team building autour
l'escalade et l'environnement ou des trucs du genre? Ouais, aussi. Ouais, aussi. Effectivement, c'est un peu les deux facettes à l'heure actuelle qu'on peut explorer. Ok. Et du coup, tu fais Mission Impossible à 100% maintenant? Mission possible. Mission Impossible, ouais, du coup, ouais. Je m'y perds. J'ai vu le film il y a pas longtemps. Non, on est bien dans une vision optimiste Ouais. du futur et on a envie, on croit qu'on peut faire différemment et que ça peut marcher. Du coup, c'est bien Mission Possible. Et du coup, pour répondre à ta question, comme je disais, l'objectif ce serait d'arriver à un équilibre 50% 50%, où du coup j'ai 50% de mon temps sur la partie Mission Possible et le reste consacré à l'escalade. Ok. Et j'ai vu aussi que tu es dans une association, mais j'ai plus le nom en tête. La fresque du climat. Je suis aussi Ouais. animatrice de la fresque du climat. Et du coup, est-ce que tu peux... Nous en dire plus, tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, la fresque du climat, c'est des ateliers de sensibilisation sur les sujets du dérèglement climatique qui permettent de mieux comprendre en fait les mécanismes du dérèglement climatique et d'imaginer des solutions pour passer à l'action sur ces sujets. Et ça se fait de manière assez ludique avec un jeu de cartes. Donc on est en équipe et avec du coup 6 ou 7 personnes autour de la table. On essaye de replacer des cartes en lien avec les mécanismes du dérèglement climatique pour comprendre les causes et les effets et comment tout ça s'articule. Okay. Donc c'est une compréhension assez scientifique de la chose qui permet vraiment de mieux comprendre le phénomène pour se dire si on comprend mieux le phénomène, on pourra mieux agir dessus. Okay. Et derrière, après, il y a un temps d'échange entre les participants sur comment est-ce qu'on peut faire face à tout ça maintenant qu'on comprend mieux. Ok. Et du coup, pour conclure, je voudrais parler d'El-Cap Fest. Du coup, c'est vraiment le projet qui assemble l'escalade et puis l'écologie et l'environnement. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu le vlog qui est sorti du coup hier, si ça sort bien mercredi, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce festival avant qu'on rentre un peu plus en profondeur dedans? Tout à fait. Du coup, le El-Cap Fest, comme tu l'as bien dit, c'était l'intention de rassembler la communauté de l'escalade et la communauté de la transition écologique et sociale d'autre part, donc des communautés qui n'avaient pas forcément vocation à se retrouver, à se découvrir, avec cette intention de pouvoir inspirer les gens sur comment est-ce qu'on peut écrire ensemble un futur qui soit plus désirable. Et du coup d'expérimenter aussi peut-être des manières de faire différemment. Et pour ça, du coup, il y avait donc une compétition d'escalade. Donc première compétition mixte au niveau international, donc où les hommes et les femmes grimpent sur les mêmes blocs, ce qui était quand même un sacré challenge d'ouverture. Parce que il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. À l'heure actuelle, avec le niveau au niveau international, on pressent que peut-être les femmes et les hommes pourraient grimper dans les mêmes blocs, mais de là à le tester, c'est une autre paire de manches. Donc là, c'était le challenge. Et aussi de se dire que les compétitions et de manière générale les grands rassemblements sportifs à l'heure actuelle, c'est des rassemblements qui génèrent énormément de déplacements et que ces déplacements, ils ont un impact carbone notamment qui est monstrueux. Et du coup, l'idée de se dire comment est-ce qu'une compétition pourrait prendre en compte ces enjeux-là. Et du coup, c'est dans cette optique-là qu'on a proposé l'EcoPoint Challenge, qui était du coup un défi mobilité où on a invité les grimpeurs mais aussi les spectateurs à venir de la manière la plus décarbonée et loufoque possible, parce que l'idée c'est de se dire aussi que la transition c'est bien, mais si c'est cool et désirable c'est mieux. Et donc ce grand défi il a permis déjà à ce que la plupart des gens viennent en train, ce qui était cool, même si c'est pas incroyable dans le sens c'est pas original, mais c'est important. Et donc ça on était super contents de voir que la plupart des gens avaient joué le jeu là-dessus. Et à côté de ça, il y en a qui se sont lancés des défis comme Simon qui est venu en vélo depuis Lyon. Voilà, des beaux défis sportifs comme on aime les voir. Et d'autres qui ont aussi relevé le défi d'intégrer une dimension de contribution sociétale dans la manière dont ils sont venus, parce que l'impact carbone faisait partie de cet EcoPoint Challenge, mais on voulait pas qu'il y ait que ça. On voulait aussi qu'il y ait une dimension d'originalité et de se dire que le voyage peut aussi servir à construire un avenir différent par le fait de monter des projets ou des choses comme ça, d'aller à la rencontre
d'associations, de faire des actions qui soient portées par le voyage et que le voyage soit un moyen aussi pour ça. Donc voilà, du coup l'EcoPoint Challenge, et autour de ça, c'était l'occasion d'avoir des conférences et des tables rondes de grands acteurs du changement pour inspirer toute la communauté qui était présente, et des associations engagées qui sont venues montrer ce qu'elles faisaient au quotidien, et enfin des soirées festives pour se rassembler et se dire que le monde de demain peut être aussi une grande fête, quoi. Ce qui est drôle un peu avec l'EcoPoint et Simon, c'est que du coup, moi j'étais au salon de l'escalade à Grenoble avant de venir. Et du coup, le vendredi, juste avant de venir en train le samedi, je croise Simon là-bas. Et je lui dis, mais normalement, t'es pas au CapFest? Et du coup, c'est vraiment tapé une mission en mode, il va jusqu'à là-bas en vélo, il présente son film et tout ce qu'il a à présenter, parce que vraiment, il a pas mal de choses à raconter. Et puis après, le lendemain, il revient en train avec son vélo. Enfin, il s'est tapé une énorme mission et je trouve ça incroyable. Ouais, c'était très chouette. C'était très chouette. Et aussi, du coup, il y a peu de gens qui le savent, parce que du coup, on l'a pas mis en avant dans le vlog, parce qu'il y avait déjà pas mal de choses à dire, mais il y avait une compétition aussi mixte amateur. Tout à fait. Effectivement, il y avait deux compétitions, donc une compétition pro et une compétition amateur, mais où tout le monde a grimpé ensemble pendant le contest. Donc le contest était partagé, tout le monde sur les tapis en même temps, et après du coup deux finales séparées. Et du coup, ça a aussi bien fonctionné. J'étais présent pour les finales amateurs et franchement, c'était aussi très intéressant à regarder. Bah ouais, qu'est-ce que tu en as pensé de cette première édition? Parce que du coup, j'avais demandé un peu à chaud à tout le monde ce qu'ils avaient pensé. Là, ça fait bientôt une semaine et demie. Je suppose que vous avez eu le temps d'un peu discuter autour de ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était sur les expérimentations qu'on a voulu mettre en œuvre, on a vu des belles choses, notamment voilà sur cette compétition par équipe. Enfin, moi, j'ai trouvé que le spectacle de la collaboration, il était vraiment chouette à voir, sur un format assez dynamique qui en termes de spectacle était très vivant parce que il y avait tout le temps de l'action sur les tapis et dans les blocs. Donc ça, moi j'ai trouvé ça très chouette. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de chouettes personnes qui sont engagées. Donc enfin moi en tout cas j'étais contente de voir que tout le monde était rassemblé pour cet événement, et c'était l'occasion aussi de faire des rencontres d'autres milieux, notamment de personnalités par exemple dans le monde de la voile qui sont engagées aussi pour faire changer leur sport, et du coup de pouvoir croiser les regards sur qu'est-ce qu'on peut faire nous en escalade en comparaison de ce que eux font dans le milieu de la voile. C'était intéressant aussi. Donc voilà, c'était riche d'échanges et de découvertes. Et du coup, dans ce format de compétition, ce qui est bien aussi, c'est que en général, du coup, sur une compétition, sur une finale, par exemple, s'il y a un bloc physique, les grimpeurs, ils vont peut-être mettre un ou deux essais dans le bloc, enfin deux, trois essais dans le bloc. Du coup, il y a des longs temps de pause où le grimpeur est sur le tapis. Alors que là, vu qu'il y a deux grimpeurs, en fait, ça tourne. Dès qu'un grimpeur a fini, le deuxième repart. Quand le grimpeur ou la grimpeuse tombe, le suivant part, etc. Et du coup, vraiment, il n'y a aucun temps de pause. Il y a de la grimpe tout le long, et ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Carrément. Et je voulais aussi parler un peu parce que du coup, le El Cap Fest, ça a été organisé aux cabanes urbaines. Et ce qui m'a marqué, c'est un peu quand Benoît m'a fait visiter le bâtiment. Tout ce qu'il a mis en place et en œuvre dans ce bâtiment, c'est quand même assez incroyable. Du coup, parce que je suppose que les gens qui ne sont pas à La Rochelle ne connaissent pas forcément cette salle, parce que du coup, elle vient juste d'ouvrir, enfin la nouvelle version vient d'ouvrir. Du coup, il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit pour qu'ils soient à 100% responsables de leur électricité. Du coup, ils ont qu'un rapport avec la ville. Ils récupèrent l'eau des pluies pour pouvoir un peu s'occuper de leur jardin, et du coup, tous les fruits et légumes qu'ils récupèrent de leur jardin, ils l'utilisent pour leur propre restaurant. Enfin, du coup, je trouve que pour le bâtiment et pour une salle d'escalade, c'est vraiment cool de pouvoir pousser ça au max, comme ça a été fait dans leur salle. Effectivement, c'est vraiment un lieu qui incarne les valeurs de ce qu'on a voulu faire dans l'événement. Et en fait, ce qu'on a fait à grande échelle sur le El Cap Fest, ils le font au quotidien aux cabanes urbaines, donc avec effectivement cette partie salle d'escalade, mais aussi en fait cette approche autour d'un lieu de vie où il y a du coworking, une programmation culturelle à l'année, et qui permet aux gens de se rencontrer, d'échanger, et aussi d'imaginer ensemble d'autres manières de faire, quoi. Ouais, j'adore cette vision d'escalade de lieu de vie dans une salle.
Bah, déjà dans notre région, nous, vu que c'est une petite région et qu'il n'y a pas forcément énormément de grimpeurs, quand on grimpe dans une salle, c'est souvent tous des potes. Enfin, on se connaît un peu tous. Les gens à l'accueil, on les connaît. C'est pas comme quand tu vas à Paris ou dans des grosses villes où en fait c'est plus un sport de consommation, où tu prends ton entrée, tu vas faire ton sport, comme on pourrait faire dans une salle de musculation. Et bien sûr, il y a des passionnés, hein, mais là, du coup, ça fait vraiment lieu de vie. Et là, pousser ça au max avec des événements quasiment tous les soirs, comme on peut le voir sur leur compte Instagram, avec des jeux de société, des films, des tables rondes comme il y a pu avoir au Hellcap Fest, enfin pas mal de choses qui font que c'est vraiment un lieu de vie et que tu peux y passer tout ton temps. En sachant que du coup, dans leur bâtiment, comme tu disais, il y a pas que l'escalade, il y a d'autres choses. On peut trouver un centre tout autour de la santé avec un médecin, un kiné, un ostéo, etc. Il y a aussi un espace de coworking. Donc vraiment, dans un endroit, tu peux avoir accès à quasiment tout à genre 100 mètres de l'océan. Bah parfait. Bah, merci. Bah merci à toi. Je trouvais ça bien cool, c'est bien intéressant et je pense que du coup ça va bien intéresser les gens aussi d'avoir à nouveau une nouvelle approche de l'escalade, de l'environnement, etc. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blogcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blogcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!